In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. La deuxième de la semaine, consacrée au Hobbit. Hier soir, nous nous sommes arrêtés longuement en compagnie de Christophe Bricot et de Nemo, deux podcasteurs non professionnels, pour justement faire parler la critique non professionnelle face à la critique professionnelle, entre autres, et des films en particulier. Vous avez vu ça hier. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on va s'arrêter sur Tolkien lui-même, les écrits lui-même, et bien évidemment, mon invité s'exprimera aussi sur sa vision des films de Peter Jackson, éventuellement des dessins animés, etc. Et si je parle de dessins animés, c'est pas pour rien, c'est parce que monsieur Jean-Rodolphe Turlin, ici présent, et moi, nous ne sommes croisés qu'une seule fois dans toute notre existence, et c'était sur la scène du cinéma du Club de l'Étoile, il y a ça quelques mois, à l'initiative de Lloyd Cherry, qui nous avait invités tous les deux pour enregistrer un podcast en public, avant, je crois, la projection du Seigneur des Anneaux de Bakshi, du long métrage. Voilà. Donc déjà, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, la question rituelle, chez Microciné, Jean-Rodolphe, comment vas-tu? On se tutoie. Je vais très bien, je te remercie Vivien, et puis j'espère qu'il en est de même pour toi. Mais tout va très bien. Oh bah moi, je suis bien. On est sur YouTube, on est chez Microciné, On est pas mal, on est pas mal. on va parler du Hobbit et de Tolkien, donc moi, ça va. Alors, je précisais à mon invité du jour en off que j'allais devoir démarrer l'émission en parlant de moi. Alors, je suis désolé, c'est pas le but du jeu, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Je dois vous préciser que quand j'écris sur un sujet, que ce soit un livre, un article, etc., mais encore plus quand c'est le cas d'un livre, et là, en l'occurrence, le livre qui nous réunit, qui est sorti il y a une dizaine de jours, Aller et retour du Hobbit, des mots aux images chez Third Edition, eh bien, c'est la suite directe de mon précédent livre sur Le Seigneur des Anneaux, également chez Third Edition. Donc, ça fait 4 ans à peu près, 3 ans, on va dire, 3 ans et demi, que je baigne totalement dans l'univers de Tolkien, etc. Et ça peut paraître bizarre, mais ma façon de travailler, c'est de travailler extrêmement seul. Et donc, je ne lis rien de ce qui existe en termes d'essais, en termes d'études universitaires. Je ne lis rien d'autre que les écrits de Tolkien, les lettres, la correspondance, beaucoup les préfaces ou alors les versions annotées par des experts, etc. Mais uniquement les mots de Tolkien. Voilà. Et je me base que là-dessus pour reconstruire mes biographies, mes recherches, mes idées sur ce que je pense de l'œuvre. C'est pour ça que je tenais à préciser cela, parce que Jean-Rodolphe a écrit plusieurs ouvrages. Il a participé à 2 ouvrages collectifs, dis-moi si je me trompe, mais il y a d'abord le dictionnaire Tolkien. Alors celui-là, je l'ai quand même, hein. Tolkien, vous appelez comme vous voulez. Voilà, une œuvre. Alors ça, on va en parler après, hein. C'est un travail colossal, et je pense que tu dois être assez fier d'en faire partie. Tu as également participé à l'ouvrage collectif Le Monde des Hobbits, que pour le coup, je n'ai pas lu du tout. Voilà. En revanche, il y a peut-être un mois ou 2, je me suis acheté le livre que tu as écrit cette fois-ci en ton nom, Promenade au pays des Hobbits. Et là, ça va nous occuper une bonne partie de l'émission. Alors, je voulais l'acheter en physique, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis acheté officiellement la version e-pub Kindle. Voilà, je la montre. Voilà. Et je dois dire, en toute sincérité, que j'ai été complètement bluffé. Mais complètement bluffé. Si vous cherchez un travail à la fois pointu et agréable sur l'œuvre, mais vraiment sur l'œuvre Tolkien, vous devez vous procurer Promenade au pays des Hobbits par Jean-Rodolphe Turlin. Voilà. Alors, je te laisse te présenter brièvement. D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi Tolkien à ce point-là dans ta vie? Un petit mot sur les ouvrages collectifs, et après on en arrive à ce travail effectué en solo, qui a dû te demander des heures, des jours et des mois, voire des années de travail. Eh oui. Bon, écoutez, voilà, je suis Jean-Rodolphe Turlin, je suis auteur, et effectivement, je travaille sur l'œuvre de Tolkien depuis de très nombreuses années. J'ai découvert son univers au lycée, en faisant des jeux de rôle. Voilà. Il a échappé à personne que mes initiales sont à peu près les mêmes que celles de Tolkien. C'est comme ça que j'y suis venu. Il manque un petit R, mais bon. Voilà. Il manque un petit R, oui. Et voilà, donc j'ai découvert Tolkien par étapes, puisque au lycée, j'avais accès à peu de choses, hein, à l'époque. On est je vous parlais de la fin des années 80, début des années 90. Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion, des contes et légendes inachevées.
Et puis, à partir de 1992, les choses se sont accélérées. Il y a eu une espèce de frénésie de publication d'œuvres de Tolkien pour le centième anniversaire de sa naissance. Et là, j'ai eu accès à beaucoup plus de choses. Et c'est là vraiment que je me suis plongé dans cet univers passionnant et plein de surprises, des surprises sans cesse renouvelées jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que je baigne dedans, et il y a encore des journées où je découvre des choses. Voilà. Et les promenades au pays des Hobbits, donc elles ont une histoire très ancienne, puisque j'ai commencé à rédiger la toute première promenade, celle qui figure en tête du livre dont tu as fait l'acquisition, qui Absolument. malheureusement n'est plus disponible. C'est donc pour ça que j'ai pas pu me le procurer en Voilà, physique. il est Oui. épuisé. Il est comme son auteur, il est épuisé. Et donc cette première promenade, j'en ai fait une première version en 1997. Voilà, qui était très imparfaite, pas très bien rédigée, avec peu de sources solides. Et en fait, j'ai continué de travailler sur le sujet pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le webmaster du site JRRVF, qui s'appelle Cédric Fauqueux, me donne ma chance et me permette de publier en ligne cette première promenade, que j'avais retravaillée pour l'occasion, puis une deuxième, voilà, jusqu'à la 7e promenade, qui constitue aujourd'hui le livre. Donc, elles ont d'abord été publiées sur Internet. Elles ont eu pas mal de succès auprès de la petite communauté tolkienienne francophone qui allait sur JRRVF, sur Tolkien Deal, Elbakin, voilà, ces sites-là, qui étaient très très actifs à l'époque, qui le sont toujours un petit peu, mais voilà, la grande époque est passée. Hein. Pour le coup, je les ai découverts récemment, parce que c'est pareil, Oui, dans la même logique, je n'allais pas sur les forums, je n'allais pas sur les sites, voilà. etc. Et ils Mais existent depuis que toujours. j'ai fini de travailler, je vais voir un peu ce qui se passe maintenant là-bas. Preuve que ça s'inscrit dans la durée, puisque ces 3 sites que j'ai cités remontent à la fin des années 90, et ils existent toujours, ce qui est quand même pas mal pour Internet. Alors, voilà, donc j'ai publié ce livre en 2012, un éditeur m'a fait confiance, et puis il s'est pas trop mal vendu. Voilà, il n'a pas été non plus édité à un nombre d'exemplaires extraordinaire, mais c'était voilà, une belle aventure que j'espère pouvoir renouveler prochainement. Je cherche à rééditer une version augmentée des promenades. Mhm. Voilà, bon, pour l'instant, je cherche. Et peut-être même se promener dans d'autres contrées de la Terre du Milieu, élargir c'est déjà pas mal, hein, mais oui, ma spécialité, c'est les hobbits, donc je n'irai jamais très loin. Mais, il y en a qui sont partis très loin, mais ils sont oui. peu nombreux. Alors, comment est-ce que tu te retrouves après, ou avant, ou en même temps, voilà, à participer, par exemple, au dictionnaire? C'est dans le cadre de tes rencontres universitaires? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment, encore une fois, par le truchement des sites spécialisés sur Tolkien sur Internet. Au début des années 2000, on a créé une sorte de communauté assez solidaire, assez soudée, et ça nous a permis de faire la connaissance de gens qui avaient déjà eux-mêmes publié des livres et qui traînaient sur les forums de discussion. Vincent Ferré, Édouard Cloxot, voilà, des gens comme ça. Donc, on a fini par se côtoyer petit à petit avec certains in real life, comme on disait à l'époque, comme on doit dire toujours d'ailleurs. Ça se dit, hein. Et voilà, ça nous a permis de faire des belles rencontres, de partager des articles, de faire relire, de se relire les uns les autres quand on avait une publication importante dans les tiroirs, et puis de se créer un réseau tout simplement. Donc quand Vincent Ferré a réuni une 50aine d'auteurs autour de lui pour la création du dictionnaire Tolkien, qui à l'époque a été publié au CNRS, je ne l'ai jamais très loin de moi, j'en suis tellement fier. Ah bah voilà. tiens, voilà. Ça, c'est le premier dictionnaire Tolkien de 2000. La première version, de 2012. ouais. Et eh bien, voilà, on faisait partie de ce petit réseau à la fois d'universitaires, mais aussi de passionnés de Tolkien qui n'étaient pas forcément universitaires, qui avaient leur propre métier par ailleurs. Moi, en l'occurrence, je suis directeur territorial dans une administration départementale. Rien à voir avec Tolkien. Voilà. Mais je participe au dictionnaire Tolkien et de temps en temps, je publie avec quelques camarades des livres plutôt sympas.
Alors, comment étaient attribuées justement dans le dictionnaire les thématiques, ou parfois juste les mots, précisément les mots, qui allaient être traités par l'un des 50 auteurs qui se sont réunis autour de cet ouvrage? Ouais, je veux pas dévoiler les secrets de Vincent Ferré, qui a coordonné brillamment le dictionnaire, mais au départ, il a attribué les notices en fonction des spécialités des uns et des autres. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup de plaisir avec la notice de Bilbo Saquet, Bilbo Bessac, Bilbo Baggins, et puis la notice sur la comté. Et puis, comme il y avait quand même beaucoup de notices, comme il y a beaucoup de notices dans ce dictionnaire, j'ai récupéré des notices pour lesquelles je n'étais pas non plus un grand spécialiste, mais ça m'a permis de travailler, de creuser un peu la question, comme par exemple la notice sur la présence de Tolkien à l'université de Leeds. Voilà, je savais par sa biographie qu'il avait travaillé à l'université de Leeds, et bien maintenant je maîtrise plutôt pas mal le sujet. Voilà. Alors, pour lancer la discussion, si tu m'y autorises, en même temps, ça m'arrangerait parce que sinon je suis mal pour ma transition. J'aimerais lire un extrait de ton livre, voilà, pour que les gens se rendent compte voilà, du travail et en même temps du côté très agréable de cette lecture que, bien évidemment, je vais certainement quand même écorcher en lisant parce que je ne suis pas forcément habitué à lire à haute et intelligible voix, surtout qu'il y a quand même quelques petits noms compliqués. Mais voilà un petit extrait qui, moi, me touche particulièrement puisque ça rattache à un de mes personnages favoris qui est Samwise Gamgee. Donc voilà, je vais tenter de te faire honneur en lisant ce petit passage. À quelques furlongs plus à l'ouest, mais en dehors des limites de la carte de Christopher Tolkien, se trouve un autre village plus modeste, peuplé de hobbits issus de classes laborieuses et qu'on appelle Champtoron, Tidefield. Près de ce village se situe une fameuse corderie où travaillent de père en fils les membres de la famille Gamgee. Dans les ateliers de la corderie, The Rope Walk, sont fabriquées des cordes, des tissus grossiers pour les torchons ou les sacs, mais aussi probablement des toiles pour les tentes, comme celles qui furent montées pour le fameux anniversaire de Bilbon Saquet. Tiens, c'est marrant, ça c'est un événement dont je pense à peu près tout le monde se souvient avec beaucoup d'émotion. Les cordes sont en général fabriquées avec des fibres de chanvre qu'on appelle la filasse. On peut donc certainement imaginer dans les proches environs de Champtoron des chevinières, des champs consacrés à la culture du chanvre. Dans le nom original du village, Tiefield, nous retrouvons le mot désuet tie, corde, du vieil anglais tig, corde, lien, et surtout field, champ, qui pourrait pourquoi pas évoquer ces étendues cultivées. La traduction évoque quant à elle les taurons, c'est-à-dire les fils tressés que forme la corde, de l'étymon latin taurus, corde. Alors, je vais m'arrêter là, mais je pense que ça donne un bon aperçu de la façon dont tout ça a été construit. C'est-à-dire qu'à la fois, on se promène tout le long du voyage, tout le long du livre, et on s'arrête sur plein de petits détails, parfois purement géographique, parfois visuel, et en même temps, on en profite pour creuser l'histoire de tous ces personnages que l'on croise au pays des Hobbits et dont lesquels tu as dû faire un travail de recherche considérable dans toutes les sources que l'on peut trouver. J'imagine que tu as puisé dans la correspondance, tu as puisé dans les appendices, tu as puisé dans le Silmarillion, les contes et légendes, etc. Comment as-tu travaillé chacune de ces promenades? Eh bien, je les ai travaillées en fait à l'époque, une par une. C'est-à-dire que je choisissais un parcours. En l'occurrence, pour la première promenade, c'est le Maresque. Je me suis limité donc à cette terre qui se trouve à l'est du pays des Hobbits et qui a pour frontière la rivière Brandevin et la forêt du Bout des Bois à l'ouest. J'utilisais à l'époque exclusivement la traduction de Francis Ledoux, puisque Daniel Lauzon était en train de travailler. On n'allait pas le déranger, il avait beaucoup de travail. Et donc j'ai d'ailleurs gentiment, Daniel Lauzon et Vincent Ferré m'ont donné quelques éléments en avant-première que j'ai introduits dans le livre juste à temps, puisqu'en fait la traduction il y a certains passages où tu précises une traduction à l'autre, etc. C'est ça, c'est sorti le même jour que les promenades. Bilbo par Daniel Lauzon et les promenades sont sortis le même jour. Donc voilà, comme on se connaît depuis longtemps, on en a profité pour correspondre, s'échanger des choses, et c'était très sympa. Malheureusement, il y a beaucoup de coquilles dans le livre. Elles sont corrigées dans la version e-book, donc tu as la chance d'avoir une version corrigée. Voilà, une version clean. Mais le livre épuisé, lui, avait conservé quelques coquilles, et malheureusement, Daniel Lauzon avait fait partie
des coquilles à l'impression. Son nom a été oublié dans le lexique, par exemple, ce qui a été un grand malheur pour moi, mais bon. Tu le sais bien, le livre parfait n'existe Ça pas. n'existe pas. Des coquilles, on a beau relire 10 fois chaque C'est terrible. ouvrage avant C'est la terrible. sortie, il y a toujours des coquilles. Et le pire, c'est que je pense que tu me démentiras pas, on ne focalise que là-dessus. Ouais. Au jour de la sortie, on ne retient que le négatif, alors qu'on a, je sais pas, sur 300 pages, tu as 399 pages qui ne posent pas de problème. Tu en as une qui pose problème et elle va te Ouais. hanter pendant les mois à venir. C'est inévitable. C'est la virgule qui manque et qui change le sens de la phrase. C'est la Mm. faute d'orthographe qu'on a laissé passer alors qu'elle est énorme, mais voilà, on l'a relu 10 fois, on l'a pas vu et c'est parti à l'impression, trop tard. Et ça, effectivement, c'est une grande souffrance à moment du sortie du livre, au moment de la sortie du livre. Et du coup, j'ai perdu le fil, j'ai perdu le Bah, tauron. écoute, je vais te repréciser un petit peu le fil en question. C'est marrant qu'on parle de fil justement sur cet extrait. Mais voilà, comment tu t'organises? Tu pars de la carte, Oui, tu t'arrêtes alors sur les anecdotes et après sur les personnages et tu pars en étymologie. C'est un peu ça en l'idée, en fait, fait. ce que je fais, c'est la méthode, à l'époque, encore une fois, quand j'ai écrit les premières promenades, avant de les retravailler pour un nouveau texte que j'aimerais bien rééditer, c'est que je choisissais le territoire, donc le Maresque, je faisais un inventaire exhaustif de tous les noms en rapport avec le Maresque. Exhaustif, c'est-à-dire dans le Seigneur des Anneaux, mais également s'il y a des noms qui émergent dans la correspondance, dans le Hobbit, dans les contes et légendes inachevées, dans d'autres textes, parce que parfois on peut aussi avoir une allusion égarée dans History of Middle-earth, la grande revue des textes de Tolkien éditée par Christopher Tolkien. Voilà, donc une revue exhaustive de tous les noms de cette région, et ensuite je fais le parcours. Et donc dans le parcours, je scénarise un petit peu mon trajet, et j'introduis les noms qui ne sont pas forcément évidents pour le lecteur lambda dans ce scénario, et j'explique. Voilà, ça me permet d'expliquer l'étymologie du nom pour pouvoir essayer de restituer le paysage, ou de restituer une famille de hobbits dans son environnement, à partir de l'étymologie et des indices que Tolkien a laissés ici et là. Voilà, c'était la méthode. Et dans le texte mis à jour, j'ai été un petit peu plus loin. D'abord, j'ai réintroduit assez fortement tout le travail de Daniel Lauzon, qui apporte un nouvel éclairage aussi sur la traduction en français, bien sûr, mais sur parce que c'est pas facile quand on n'est pas anglophone de bien saisir ce que Tolkien a voulu faire. Donc, quand on n'a que la traduction de Francis Ledoux, eh bien, quand on a un cerveau qui fonctionne en français, on a une tendance à s'orienter à partir de la traduction de Ledoux. Daniel Lauzon apporte une autre traduction, apporte une autre vision, plus fraîche, plus proche du texte de Tolkien, et donc on a un autre point de vue. Et parfois, ce point de vue nous permet de comprendre différemment le mot anglais d'origine et son étymologie. Et ça, c'est super intéressant. Donc c'est ça que j'ai mis à jour dans la nouvelle version des promenades, qui pour l'instant, on n'est que sur ma clé USB. Oui. Écoute, là, en tout cas, tu prêches un converti. Moi, je suis un fervent partisan de la nouvelle traduction par Daniel Lauzon, parce que, enfin, pour toutes les raisons que tu viens de dire, mais je me heurte très régulièrement aux nostalgiques de la première traduction, en particulier au niveau des noms, etc. Est-ce que toi, en tant que vrai amateur, même pas connaisseur de Tolkien, etc., est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé, ne serait-ce qu'au début, cette modification des noms? La perte, enfin, par exemple, le grand pas en arpenteur, ce qui est un des Non, plus iconiques, en fait? non, en fait, pour être totalement honnête, la seule chose qui m'a dérangé, c'est le passage au masculin de la comté. Mmh. Euh, je n'arrive pas à masculiniser Absolument. Moi non plus. la comté. J'avoue que moi non plus. Voilà, mais pour le reste, le travail de Daniel a été vraiment formidable, et je ne lui trouve pas de défaut. Alors évidemment, il y a l'habitude des anciens noms, Grand Pas, qui devient l'Arpenteur, Saké qui devient Bessac, ok, Voilà. bon, bah, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que le vrai nom. Arachné, Araigne et j'en passe, Ouais, voilà. Sylvebard, Barbebois, enfin, mais il y en a plein j'ai des envie comme de ça. dire, on s'en fout, le vrai nom de Grand Pas, c'est pas Grand Pas, c'est Strider. C'est Strider, exactement, Voilà. exactement. Et puis Bilbo Saké, Bilbo Bessac, quelle importance? Son vrai nom, c'est Bilbo Baggins. Voilà. Voilà, à partir du moment où on a cette chose en tête, toutes les traductions sont faciles à appréhender et à accepter. Et celle de Daniel, moi, je l'accepte très bien parce qu'elle est très bien faite, et comme je le disais tout à l'heure,
d'une richesse et d'une fluidité que celle de Ledoux n'avait pas forcément. Ledoux écrivait dans une langue très classique. Oui. Et il n'avait pas toutes les écrit, infos aussi, c'est important il de le n'avait pas toutes rappeler. les Il infos. n'avait pas Ouais. toutes les infos, C'était pas un voilà. spécialiste de Tolkien. Ce qui entraîne pas mal d'erreurs, notamment sur le Voilà. destin de certains personnages, hein, les cas les plus connus étant Elrond, Galadriel, etc., qui ne sont pas morts. Hein. Mais Par exemple. par exemple, c'est vraiment pour prendre des exemples très gros, voilà. Ouais. En tout cas, si vous voulez Et vraiment un ouvrage hybride entre la précision Tolkien, j'insiste bien, la précision Tolkien et le côté très agréable et fluide d'un voyage, on va dire grand public quelque part, puisque tu nous entraînes avec toi de manière très agréable, très bucolique presque dans ces contrées que beaucoup considèrent comme hostiles car difficiles. C'est vrai que creuser son Tolkien, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Hein. Donc, oui. je vous encourage vraiment à lire ce livre. On va mettre les liens vers, par exemple, les liens Amazon ou autres. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Amazon, hein, concrètement. Donc, on va mettre les liens en description de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, c'est un régal. Moi, en tout cas, moi, je me régale à me plonger enfin, maintenant que j'ai fini mon boulot, je me plonge enfin dans les œuvres des autres. Et je suis ravi de maintenant pouvoir, par exemple, t'inviter toi et puis peut-être d'autres personnes pour parler de Tolkien dans le futur, etc. Et creuser ensemble, cette fois-ci, ensemble, cet univers que l'on aime tous tant. Voilà. Et c'est intéressant, c'est qu'on s'adresse tous à des publics différents, donc on écrit tous de manière différente, mais en parlant des mêmes choses, et je pense avec le même cœur et la même passion. Alors, je voudrais justement revenir aux origines de ce cœur et de cette passion chez toi, parce que tu rencontres Tolkien assez jeune. Est-ce que tu te souviens du comment tu l'as rencontré, à travers quel écrit, et la sensation que tu as éprouvée au tout début? Ça va être difficile à décrire. Ah bah ouais, c'est Donc compliqué. je l'ai découvert par la communauté de l'anneau. C'était un copain de lycée qui m'avait conseillé, puisque j'avais les mêmes initiales que Tolkien. Tu vas adorer. Voilà. Essaye ça. Donc la communauté de l'anneau en livre en pocket à l'époque. Effectivement. Vers quel âge à peu près? On était en 90, donc j'avais 17 ans. Voilà, j'étais jeune. Oui, bon âge pour découvrir L'âge. Tolkien. Moi, je l'ai fait un peu plus tôt et c'était plus compliqué. C'est 17-18 ans, c'est ma seconde lecture et ça s'est passé beaucoup mieux que la Ouais. première. Mais j'en avais pas du tout conscience avant, je ne savais pas, même pas que ça existait. Et j'avais découvert la fantasy via les livres dont vous êtes le héros. Mhm. J'avais retrouvé dans un livre que j'ai gardé longtemps une mention de Tolkien. C'était un gobelin à la Tolkien. C'était un truc comme ça. C'est quoi ça? Puis, quand on cherche dans le dictionnaire, évidemment, on ne trouve pas. On trouve à l'époque auteur né en Afrique du Sud, auteur d'une œuvre complexe. Bon, ça ne doit pas être la même chose. Non, pas Bah, tout si, à c'était la fait. même chose en fait. Donc voilà, j'ai découvert Tolkien à cette époque-là, la communauté de l'anneau, et contrairement à beaucoup de monde qui ont peiné sur les 50 premières pages, moi j'ai tout de suite adoré, je me suis vraiment plongé dans le prologue, j'ai trouvé ça génial, voilà, tout simplement. Je suis tombé amoureux du pays des Hobbits dès les premières lectures. Et voilà, que dire de plus? Quand toute logique, tu enchaînes avec les 2 tours, le retour du roi et Voilà, j'ai lu voilà le Hobbit dans la foulée. et le Hobbit dans la Et, foulée. Voilà, c'était ma ouais. question, voilà. Alors le Sans Hobbit, être déçu par le changement de style, puisque c'était ma je question. retrouvais l'univers en fait. Je retrouvais ce Hobbit, ce type de personnage un peu naïf, un peu casanier, réticent à sortir de chez lui, qu'on retrouve d'une certaine façon chez Sam, un peu moins chez Frodo, mais voilà, bon, je retrouvais ce type de personnage, et puis il y avait des nains, alors ça c'était super. Eh ouais. Il y a quand même pas beaucoup de nains dans Le Seigneur des Anneaux, mais alors dans le Hobbit, j'étais ravi. Alors, on va revenir au Hobbit juste après, mais avant, je voudrais te Ouais. demander ton sentiment lorsque tu découvres, Le Seigneur des Anneaux selon Ralph Bakshi. Ça, je le sais un peu, mais il faut qu'on le redise pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous au Club de l'Étoile. Et surtout, ta réaction face à la première trilogie de Jackson. Ne vend rien du tout, ne vend pas la mèche sur le Hobbit, ça ce sera après. Mais par rapport juste Seigneur des Anneaux, plutôt rapidement, et après on embraye sur le Hobbit. Alors, j'ai d'abord découvert Le Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi. Voilà. Mhm. On n'est pas très nombreux sur Terre à être passés par là. Pareil, Mais, ouais. et donc, c'était une expérience un peu étrange. Je ne sais pas si j'avais été à ce niveau de détail quand on s'était vu la dernière fois, mais j'ai découvert dans une cassette VHS. Et tu sais, c'est une cassette VHS américaine. Mhm. Et donc, quand on les lisait sur les lecteurs VHS français,
Oh, c'était en Et noir ben, et blanc, du coup? c'était en noir et blanc. Ah oui, voilà, c'était du NTSC et Ouais, c'est en ça. Europe, nous étions en SECAM. Ouais. Donc c'était une expérience un peu compliquée. Et puis j'avais déjà lu le Seigneur des Anneaux en livre, et donc voir le film s'arrêter d'un coup, à peu près à 2 tiers du récit, c'était très très frustrant. Mais j'avais trouvé un certain charme et une ambiance, un univers qui était assez envoûtant malgré les défauts, hein, qu'on connaît tous, la rotoscopie qui rend des effets bizarres, des personnages qui surjouent, des dessins qui parfois sont un peu vieillis. C'était déjà le cas dans les années 90. Oui, oui, mais c'est un film Euh, des années 70, fin des années 70, voilà, hein, donc ça remonte. 1977. Voilà, donc cette première découverte n'a pas été forcément positive, mais pas négative non plus. Et donc je l'ai redécouvert au début des années 2000 avec beaucoup de plaisir. Et toujours là, ça devait être un DivX peut-être au début des années 2000, en couleur, en anglais. Quel changement! Double changement. Le changement. Oui, parce qu'en plus, ah si, il était en anglais, il était en anglais sous-titré en français quand je l'avais vu en noir et blanc. Voilà, c'était bon, expérience un peu particulière. Mais le fait de le revoir en couleur, c'était quand même beaucoup plus intéressant, et redécouvrir aussi eh bien, l'art de Ralph Bakshi, hein, qui est atypique, mais qui est vraiment très intéressant quand on s'intéresse au cinéma. Et puis la troisième expérience, c'était au cinéma à tes côtés. Et oui, c'est Et vrai. c'était vachement bien au cinéma. C'était vachement Eh bien. ouais. Voilà pour Ralph Bakshi. Alors la découverte du Seigneur des Anneaux au cinéma par Peter Jackson, moi j'ai été déçu. J'ai pas été séduit par l'adaptation de Peter Jackson. Je l'ai trouvé too much. Voilà, avec c'est la difficulté aussi des gens qui connaissent bien leur Tolkien, c'est toutes les ellipses pour lesquelles Peter Jackson a, enfin les choix de Peter Jackson en tout cas dans son scénario, m'ont beaucoup déçu en fait. Je suis pas un scénariste professionnel, hein, c'est toujours compliqué de critiquer ce genre de choses quand on n'est pas soi-même dans la partie, mais il y a des choses que j'aurais peut-être pas faites comme ça, voilà, tout simplement. Sur le moment, j'étais comme beaucoup de fans de Tom Bombadil, très déçu de ne pas le voir. Oui, moi aussi, hein, C'est pas j'avoue, hein. grave, Je m'y c'est suis pas fait à la grave. longue, mais son absence m'a longtemps peiné. Mais je suis heureux de le voir arriver dans la saison 2 des Années de pouvoir dans 1 mois et On va voir demi. ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, voilà. Mais il arrive, Tom Bombadil arrive, les gens. Soyez prêts! Moi, je trouve beaucoup de défauts à l'adaptation de Peter Jackson, hein. J'ai jamais su dire le contraire. Il a des qualités aussi. Il y a des scènes du Seigneur des Anneaux qui sont éminemment épiques et qui presque nous tireraient la larme à l'œil, et qui sont suivies presque immédiatement par une scène gâchée par une intervention de Gimli qui est complètement hors de propos, un Legolas qui surfe sur un bouclier, voilà, ce genre de choses. En fait, Peter Jackson, c'est que de la montagne russe émotionnelle. Et à la fin, moi, ça me plaît pas. Ah oui, je comprends, je comprends. Je J'aime bien la stabilité dans le cinéma. Non, c'est très intéressant parce qu'en fait, en fait, on s'était pas donné nos avis respectifs en dehors de l'émission, hein, donc je ne savais pas ce J'avais que tu été allais très dire. prudent. Mais je préfère la spontanéité voilà, de la caméra, on va dire. J'avais lu Mais ton livre et j'avais compris que tu n'étais pas non, forcément du même avis que moi. non, non, je suis pas du même avis, mais mais je pense malgré tout que quand on est un Tolkieniste aigu dans l'âme, dans le cœur, dans tout ce qu'on veut, on ne peut que être à minima dérangé par certains aspects de la proposition. Voilà. Je suis personnellement beaucoup plus dérangé par les adaptations de Dune, par exemple, en Ouais. réaction au roman d'Herbert. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une adaptation qui fonctionne hormis celle de la télévision. Voilà, mais je fais juste un rapide. Je trouve que Jackson a ce mérite d'avoir rallié les deux médiums au meilleur de leurs conditions possibles. Mais ça, on va en parler avec les Hobbits, qui j'imagine doit être encore plus problématique pour toi. Du coup, je ne veux pas vendre la mèche, mais bon, j'imagine que savoir un petit peu où l'on va. Alors, mais avant de parler des films, voilà, raconte-nous un petit peu. Donc, le Hobbit, c'est un petit roman d'un peu moins de 300 pages qui sort en 1937, qui est le fruit d'une longue rédaction. Et avant même d'une longue rédaction, qui est d'abord des histoires à endormir ses enfants. Et quand je dis ses enfants, à l'époque, ses 3 premiers fils, hein. La petite n'est pas encore là, en tout cas Elle est pas au encore toute début. petite.
Elle est encore trop petite, donc c'est vraiment un récit pour garçons. J'insiste bien là-dessus parce que souvent, Tolkien, après je te laisserai dire comment tu ressens les choses, mais moi je suis très agacé quand j'entends Tolkien était sexiste, raciste, réac, tout ce qu'on veut, alors que dès qu'on creuse, mais ne serait-ce qu'un petit peu, on se rend compte que c'était tout le contraire. Maintenant, pour moi, Le Hobbit, c'est un petit roman pour enfants, enfin petit avec des guillemets, hein, on s'entend, hein, on est entre nous. Hein. Donc voilà, c'est un petit roman pour enfants qui n'était pas destiné à l'origine à être publié, d'ailleurs. Hein, et donc, c'est une histoire qui a été construite chapitre après chapitre, nuit après nuit, année après année auprès de ses enfants. Voilà. Donc, Tolkien lui date le début de la rédaction au début des années 30. On se rend compte en creusant un peu que c'est finalement plus à la fin des années 20. Oui. Voilà, c'est étayé plutôt par Christopher Tolkien et même par Michael Hillary aussi, qui lui se souvient plutôt d'une maison, plutôt d'une cheminée plutôt que l'autre, ce qui fait qu'on peut situer, on peut dater la précision des trucs quand on creuse un peu. Voilà. Moi, c'est une œuvre que je trouve absolument remarquable, mais très déstabilisante quand on sort du Seigneur des Anneaux. Parce que comme toi, j'ai d'abord lu le Seigneur des Anneaux et le Hobbit par la suite. Et quand je découvre ce ton très léger, très familial, avec un narrateur qui fait des blagues, qui emploie le nous verrons ceci, ah, retenez bien ça, on en aura besoin plus tard. On est tellement presque à l'opposé de ce que sera, mais il faut le rappeler, plus de 20 ans plus tard, le Seigneur des Anneaux. C'est facile de découvrir tout ça aujourd'hui où tout existe, où on peut tout comparer, tout mettre en relation, en Oui. parallèle. Mais il faut rappeler qu'il y a 20 ans qui se passent entre le Hobbit et la communauté de l'anneau. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce petit roman qui sort en 1937, la même année que Blanche-Neige et les 7 nains? Alors, Tolkien, lui, il y avait plus de nains. Bon, tu as pratiquement tout dit, juste peut-être rajouter qu'effectivement, dans les souvenirs des enfants de Tolkien, des bouts de l'histoire qui allait devenir l'histoire du Hobbit existaient déjà à la fin des années 20, ce qui a permis de dire à certains spécialistes comme Radcliffe ou d'autres que en réalité Tolkien était un peu trop modeste sur le temps de rédaction. Il avait sans doute démarré beaucoup plus tôt que ce que lui-même disait. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à peu près sur ça. À cette époque-là, Tolkien, il venait de réintégrer, d'intégrer l'université d'Oxford en 1925. Et puis, il travaillait beaucoup sur les textes en moyen anglais et sur des textes en vieil anglais, qui sont des langues médiévales dont Tolkien était à la fois passionné et spécialiste. Et il sortait de l'université de Leeds où il avait beaucoup travaillé avec des gens avec lesquels il avait fondé un club de lecture qui s'appelait le Club Viking. Et dans ce club, on lisait des textes en vieux norrois, la langue des Vikings. Et il a voulu faire à peu près la même chose en arrivant à Oxford. Donc déjà, il faut qu'il s'acclimate un peu avec ses nouveaux collègues, qu'il voit un petit peu avec qui il peut faire ça. Et donc, il monte un club qui s'appelle les Coal Beaters, ce qui veut dire en gros ceux qui sont si près de la cheminée qu'ils en mordent le charbon. Voilà, c'est une métaphore pour désigner ceux qui écoutent les contes auprès du feu. Et les Coal Beaters, c'est un peu le club viking, mais version Oxford. Et à cette époque-là, donc, on lit aussi des textes médiévaux dans la langue d'origine, avec des professeurs et des étudiants. Et Tolkien, il est dans ce milieu-là, dans ce milieu des clubs de lecture. Et donc, dans cette ambiance, eh bien, c'est là qu'il commence, en famille, à compiler les petites histoires qu'il raconte le soir aux enfants pour qu'ils s'endorment. Et petit à petit, cette histoire de Bilbo Baggins, elle va s'imprégner de cette ambiance médiévale, reprendre des anecdotes qu'on retrouve dans Beowulf, des choses comme ça dans des sagas. C'est ce qui fait la richesse finalement du texte final de Bilbo, qui est imprégné de cette ambiance médiévale et des mythes germaniques, anciens. Voilà, donc on peut le lire aussi bien comme un conte de fées plutôt destiné aux enfants que comme une saga viking. Voilà. C'est ça qui fait de ce roman un petit roman génial. Et par rapport au style, du coup, comme tu le découvres après Le Seigneur des Anneaux? Alors oui, la découverte, c'est un peu surprenant au début, hein, mais on s'y fait très vite, puisque la traduction de Francis Ledoux, elle est plutôt légère et agréable à lire, moins compliquée que Le Seigneur des Anneaux qu'il avait traduit par la suite, parce qu'il a d'abord traduit Le Hobbit en 1969 et Le Seigneur des Anneaux en 72-73. Donc déjà, son style avait évolué.
Mais revenir en arrière, c'est-à-dire redécouvrir dans cette traduction les deux textes dans l'autre sens, ben c'est presque plus facile parce que c'est plus léger. Voilà. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais Non, vas-y. enfin, moi, c'est la sensation que ça m'a fait. J'ai lu Le Hobbit avec beaucoup de facilité. J'ai pas été déçu par le style. J'ai retrouvé des éléments du Seigneur des Anneaux, mais plus légers et plus faciles à appréhender. C'est ce qui a sans doute facilité ma découverte du Hobbit. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi. Si, si, tout à fait. En fait, c'est vrai que j'ai été très déconcerté sur le style, voilà. Et puis, en fait, en le lisant, je me disais déjà à l'époque, comment on pourrait adapter. C'est pas pour faire une transition, hein, c'est vraiment ce que je me disais. Comment on peut adapter un roman comme celui-là, qui a à la fois des moments épiques, mais qui généralement sont hors champ, puisque, bah, par exemple, Bilbo est inconscient pendant la bataille des Cinq Armées, ce genre de Oui. choses. On découvre beaucoup les événements guerriers en post-narration, hein. Un personnage raconte à un autre ce qui s'est passé. C'est le cas Oui. aussi dans Seigneur des Anneaux, beaucoup, hein, mais dans Le Hobbit, c'est quasi permanent. Voilà. Et en même temps, il y avait des choses un peu grotesques, hein, le porte-monnaie des trolls, des choses comme ça. Et je me dis, comment on pourrait adapter ça? Et on verra plus tard qu'en fait, quand Peter Jackson s'attelle à la tâche, enfin, Guillermo del Toro avec lui et avant lui, voilà, on va pas refaire l'histoire, je pense qu'elle est à peu près connue. Et donc, je me dis, ça va être difficilement adaptable. Et je continue à le penser, en fait. Je pense que le Hobbit tel qu'il est écrit, c'est-à-dire le roman Hobbit, ne saurait être adapté à la Tolkien. Voilà. C'est pour ça que, perso, j'embrasse plutôt la proposition de Jackson qui est, au-delà de ramifier ces deux trilogies, eh bien, plutôt que d'essayer de se réprimer pour coller à, entre guillemets, à ce petit livre, eh bien, finalement, va l'étendre en Ouais. puisant à droite, à gauche et en inventant des choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt séduit au final parce que c'est fait dans une démarche, je pense, être sincère et généreuse, ce qui est étayé quand on regarde un peu tous les making-of. Moi, j'ai eu l'occasion, hein, de rencontrer Jackson, les équipes, etc. Donc, ça biaise peut-être aussi un peu ma perception, mais Howard Shore en particulier, la musique. Donc, il y a tellement de bel ouvrage qui a été fait autour de ça et en amour de ça que ça me pose pas de problème. Voilà. J'avais une dernière question sur le roman, sur les romans, avant d'enchaîner un petit peu sur le côté cinéma. Je sais que Tolkien, lui, il n'aimait pas les analogies entre son monde à lui et le monde réel. Mais Oui. je crois que comme tout auteur, il est imprégné de ce qu'il vit. Et on rappelle que son légendaire et ces langues, etc., se sont construites au moment de ces nombreux passages dans les hôpitaux, après avoir participé à la Première Guerre mondiale, et que ça avait déjà démarré un petit peu avant, mais ça s'est accentué là, etc. Et donc, il est quand même beaucoup histoire de conflits, alors qu'il arrive à éviter, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas le nazisme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le Kaiser dans Le Hobbit, etc. Mais on retrouve quand même des éléments comme ça. Et moi, il y a un aspect qui m'interpelle vraiment, c'est que dans Le Hobbit, le premier roman donc, qui sort en 1937, eh bien, il y a des personnages principaux, certains des héros décèdent, voilà, violemment, c'est triste, c'est violent, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, il prend grand soin de ramener ces 4 hobbits en vie à la fin de l'aventure, comme une espèce de défiance à la réalité et à certains de ses camarades perdus au moment notamment de la bataille de la Somme et du phénomène des Pals Battalions, qui était fait qu'ils pouvaient partir se battre ensemble, etc. Donc moi, j'aime avoir cette lecture malgré tout, mais en dépit de l'avis de l'auteur, en parallèle de ce qu'il a vécu en tant qu'actif, même si plutôt malade, mais actif quand même en Première Guerre mondiale, et plus passif dans la seconde, mais quand même, il y a des choses intéressantes à ressentir, parce que sachant que ses fils à lui, en l'occurrence, ont participé à la Seconde Guerre mondiale et activement, etc. Oui. Donc, est-ce que tu es un peu d'accord avec cette vision-là, ou est-ce que je me plante complètement ou j'extrapole? C'est une vraie Non, question. tu te plantes pas complètement, mais l'analogie fonctionne mieux avec la Première Guerre mondiale qu'avec la Deuxième. Ouais, parce que Euh, c'est ça qu'il a vécu. Voilà, Plus. lui, il a vraiment vécu dans sa chair, hein, puisqu'il a pas été blessé Non. par balle ou par éclat d'obus, comme un grand Non, il est nombre de tombé malade, ses hein. contemporains. Ouais. Il est tombé malade. Il a attrapé une cochonnerie qui s'appelle le typhus, enfin, l'équivalent du typhus, puisque ce n'est pas tout à fait la même bactérie, mais qu'on appelait à l'époque la fièvre des tranchées. Exactement. Et il a été très malade. Il a été malade plusieurs années. Et ça l'a même fragilisé par la suite, puisqu'il il a eu des mauvaises pneumonies au début des années 20 qui l'ont vraiment affaibli. On a certaines photos de lui où il est très émacié. Il a conservé sa moustache d'officier de la Première Guerre mondiale, mais on le reconnaît à peine sur les photos, notamment quand il était à Leeds, les premières années à Leeds. Ensuite, il s'est un petit peu remplumé.
il commence à devenir un peu plus mûr physiquement et on reconnaît notre Tolkien. Mais à la sortie de la Première Guerre mondiale et jusqu'à peu près son arrivée à Oxford en 1925, c'est pas facile de le reconnaître sur les photos. C'est vraiment un monsieur très maigre, très Et émacié pourtant joueur de rugby. très fatigué. Passionné, mais pas facile. Et pourtant joueur de rugby, c'est ça que tu as dit? Ouais, ouais, ouais. Oui. Bah, en fait, il avait cessé le rugby avant de Oui, partir à la guerre. avant, bien sûr. C'était son sport d'étudiant. Et, ben, j'ai encore perdu le fil, dis donc. C'est pas grave. Non, ben, pas tant en tant qu'analogie, mais plutôt Oui, cette nourriture naturelle du conflit et oui, voilà. et des guerres à l'intérieur Alors de effectivement, ce il faisait partie d'un groupe d'amis de lycée qui portait un nom, un acronyme qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque c'était très mystérieux. Ça s'appelait TCBS. Ça voulait dire le club de thé de la Société Barrovienne, du nom d'un salon de thé de Birmingham à côté du lycée où ils allaient. Et donc, petit club secret, masculin, de l'entre-soi typiquement british de ces années-là. Et ils avaient, ces 4 garçons, des idées de créer un projet artistique dédié à l'Angleterre. Et malheureusement, sur les 4 garçons, eh bien, il y en a 2 qui sont morts pendant la bataille de la Somme. L'un a été tué le premier jour de la bataille de la Somme et l'autre quasiment le dernier jour de la bataille de la Somme. C'est vraiment très étrange. Et pendant ce temps-là, Tolkien, lui, est tombé malade. Et le 4e, lui, il était dans la Royal Navy. Et Oui. il n'en est pas revenu indemne non plus, Il n'en est pas puisqu'il loin de là. voilà, il s'est tourné vers la religion et il a complètement abandonné ses idées de jeunesse, même s'il est resté en relation avec Tolkien pendant des années. Et donc Tolkien s'est retrouvé seul, malade, mais avec ce projet en tête qu'il a finalement, dont il s'est finalement emparé et qu'il a amené à écrire. Il s'est mis à écrire avec beaucoup de frénésie des textes en prose, des textes épiques, auxquels il rajoutait un petit plus qu'il avait en tête depuis des années. Eh bien, c'était des langues qu'il avait inventées et l'univers qui allait avec ces langues. Parce que dans l'idée de Tolkien, au départ, il faisait de la poésie juste avant de partir à la guerre. Et pour agrémenter sa poésie, pour lui donner un petit plus, eh bien, il inventait des mots qui sonnaient bien à son oreille, des mots agréables pour lui, comme qui avaient une sonorité musicale. Et pour que ces mots fonctionnent, eh bien, il a inventé des personnages qui s'exprimaient dans ces mots et dans ces langues. Et pour que ça fonctionne, il a inventé des paysages dans lesquels vivaient ces personnages. Voilà. Petit à petit, c'est venu comme ça. Et quand il est revenu de la guerre, eh bien, ces paysages, il les avait en tête et il les a couchés par écrit, non plus sous forme de poésie, mais sous forme de prose. Et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des contes perdus. Voilà, c'est l'ancêtre, en quelque sorte, l'ancêtre littéraire du Silmarillion. Donc des légendes inspirées de la mythologie grecque, de la mythologie germanique, de la mythologie celtique, une sorte de création originale dans laquelle, qui puisait en fait dans les différentes choses que Tolkien avait en tête et qui le passionnait depuis qu'il était entré au lycée. Voilà. Et les langues sont devenues, eh bien, une marque incontournable de cette création, des langues inventées. Alors lorsqu'il finalise le Hobbit, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. On va pas refaire toute l'histoire, mais on sait qu'il y a des chapitres, dont le fameux chapitre 5 qui a été transformé quelques années plus tard pour mieux coller justement à ce qu'était en train de devenir le Hobbit 2, le fameux Hobbit 2 qui est devenu le Seigneur des Anneaux, une espèce d'arlésienne comme ça entre lui et ses éditeurs. Quand on lit les correspondances entre lui et ses éditeurs, c'est à la fois à se tirer par les cheveux et à se savourer tellement c'est incroyable tous ces échanges, quoi, ces changements. Et alors, j'en discutais hier avec les podcasteurs non professionnels et non spécialistes de Tolkien, même si certains d'entre eux aiment beaucoup l'univers quand même. Et on avait un petit débat sur le fameux MacGuffin du Hobbit et sur l'Arkenstone en particulier. Voilà. Et sur ce qui crée le changement drastique de Thorin une fois qu'il est arrivé dans sa montagne. Oui. Alors, moi, j'avais cette théorie qu'il y a, en tout cas, à un moment donné, et encore plus chez Jackson que chez Tolkien, une filiation entre Smaug et Sauron, le pouvoir néfaste qui passe de l'un à l'autre, que c'est plutôt l'or qui va corrompre les esprits plus que l'Arkenstone qui potentiellement pourrait être un Silmaril. Ça, alors là, je vais te laisser réagir là-dessus ou pas. Et
pourquoi, selon toi, en spécialiste de l'œuvre de Tolkien, vraiment les écrits et tous les écrits, pourquoi Thorin est à ce point victime de cette avidité néfaste qu'il éprouve une fois enfin rentré dans sa montagne? Qu'est-ce qui transforme Thorin à ce point-là? Un moment dans le roman, le narrateur explique que l'or qui a été gardé longtemps par un dragon est en fait imprégné de maléfices et de l'avidité du dragon. Et c'est ce qui, à première vue, explique le changement de comportement de Thorin vis-à-vis de ce trésor. C'est une explication donnée par le narrateur du Hobbit, donc par Tolkien, bien sûr. Après, quand on creuse et qu'on maîtrise et qu'on découvre des textes plus anciens de Tolkien, le terme Arkenstone, qui est un terme issu du vocabulaire de l'anglais médiéval, eh bien, Tolkien s'en est servi pour désigner à un moment les Silmarils. Et donc, quand Tolkien écrivait le Hobbit, il n'a pas tout de suite associé l'univers du Hobbit à l'univers du Silmarillion. C'était deux univers indépendants l'un de l'autre. Il avait son Silmarillion d'un côté, avec l'histoire des Silmarils, ses elfes, etc. Son Hobbit, son petit conte de fées, dans lequel il y avait des nains. Ah bah tiens, il y avait aussi des elfes. Ah oui. Et ah bah tiens, mais j'ai aussi des nains dans le Silmarillion. Ah bah, petit à petit, dans sa tête, il s'est dit, bah, en fait, c'est le même univers. Mais à un moment, c'était deux univers différents. Et il a utilisé des motifs dans le Silmarillion qui lui plaisaient bien, qu'il trouvait très intéressants, et qu'il a réutilisé aussi dans le Hobbit. Par exemple, le roi elfe qui vit dans une grotte, il a beaucoup de ressemblances quand même avec le roi Elwë qui vit dans les cavernes de Doriath. Voilà, il y a plein de points de comparaison que Tolkien n'a pas forcément gommé, qu'il a expliqué ensuite par la suite en disant oui, mais justement, Thranduil, il venait de Doriath, il a voulu recréer les grottes de Doriath dans sa petite forêt. L'explication tient très bien. Quand on cherche, mais on trouve. À l'origine, c'était pas ça. C'était des motifs qu'il avait utilisés dans son histoire pour ses enfants et qu'il utilisait déjà dans son futur grand œuvre qui malheureusement il n'a jamais publié de son vivant. Et donc l'Arkenstone fait aussi ce pont entre les Silmarils et le Hobbit. Par la suite, l'Arkenstone, c'est devenu une pierre beaucoup moins... c'était plus un Silmaril, c'était très clair dans l'esprit de Tolkien. Il a gardé le motif de cette pierre précieuse, le cœur de la montagne, qui, elle aussi, par sa beauté ensorcelante, et le fait qu'elle ait côtoyé le trésor du dragon et qu'elle ait été couvée pendant des siècles par Smaug, fait qu'elle est aussi imprégnée de ce maléfice. Voilà. Le maléfice qui ne touche pas d'ailleurs les elfes et les hommes qui reconnaissent une pierre de grande beauté, mais qui la prennent en otage en quelque sorte, mais ils ne sont pas hypnotisés par la beauté de cette pierre comme les Thorin. Bien sûr, ni les hommes, ni les elfes, ni les hobbits, puisque notre petit Bilbo va s'en servir bien comme il faut. Donc du coup, ça viendrait quand même beaucoup plus de l'or. Un point pour moi, désolé les gars. Voilà. Ça, c'était le petit clin d'œil à hier. On en arrive au film, quand même, c'est important. Hein, micro-ciné, donc forcément, on va s'arrêter un peu sur lui. Alors, quand tu découvres... Alors, déjà, non, avant même. La perspective de voir un film, le Hobbit, réalisé, un peu porté par le tandem, j'insiste bien, le tandem Jackson, certes, mais Guillermo del Toro. Qu'est-ce que ça te suscitait avant même qu'on voit une image? D'ailleurs, on n'a jamais vu une image de ce projet. J'étais encore dans la déception du Seigneur des Anneaux, donc j'ai pas forcément pris la nouvelle avec beaucoup de joie et j'avais pas d'attente particulière. Ce qui me rassurait, c'était justement que Guillermo del Toro soit de la partie. Ça me permettait d'avoir une autre vision, parce que je trouvais plutôt pas mal ce que faisait Guillermo del Toro. Avant Guillermo del Toro, d'ailleurs, il y a eu Sam Raimi à un moment. Oui, qui a été un c'était assez court, mais pas longtemps. On a eu une période Sam Raimi, et moi ça me plaisait bien aussi, parce que j'aimais bien ce que faisait Sam Raimi. Bon, puis finalement, exit Sam Raimi, Guillermo del Toro, ça a duré un petit moment, et lui aussi finalement a claqué la porte. En fait, on était, personne ne s'en souvient aujourd'hui, mais on était dans une période de procès dans tous les sens. New Line contre Jackson, Jackson contre Tolkien, Tolkien contre New Line.
Tout le monde contre tout le monde. Voilà. Voilà, on était un peu perdus. Le fond de l'histoire, c'est que eh bien, le contrat qu'avait signé J.R.R. Tolkien avec c'était Universal Studios à l'époque, disait des choses qu'on ne connaît pas d'ailleurs, puisque c'est un contrat que personne n'a jamais lu, Exactement. à part les professionnels des studios américains. Il disait des choses qui ont été ensuite vendues à Saul-Zaentz Company, et puis Saul-Zaentz Company a cédé des droits d'abord à Miramax, puis ensuite à Warner via New Line. Et une fois que le film est sorti, eh bien, il y a des gains financiers qui auraient dû être reversés, alors soit au Tolkien Estate, soit à la famille Tolkien, mais qui n'ont pas été reversés. Donc la famille Tolkien a souhaité revenir dans son bon droit et attaquer New Line et Peter Jackson devant les tribunaux. Voilà. Et puis, il s'est passé à peu près la même chose entre New Line et Peter Jackson. Qui lui revendiquait des royalties sur les produits dérivés, etc. Et tout ça bloquait le feu vert, en fait. Ce qui fait qu'au moment où Guillermo del Toro quitte la barre parce qu'il se dit il peut plus attendre, il va passer à un autre projet, c'est trop long, etc. J'ai d'autres projets, j'ai plein d'envies, j'ai plein de scénarios qui s'accumulent autour de moi et je suis coincé par le Hobbit, donc je laisse tomber le Hobbit. Merci tout le monde, c'était super sympa, mais maintenant je vais faire mon propre projet. Et donc voilà, Guillermo del Toro est complètement sorti de l'aventure. Mais il y a quand même des choses qu'il a dû laisser parce que le Hobbit n'est pas tout à fait esthétiquement identique au Seigneur des Anneaux. Il y a des choses vraiment très intéressantes visuellement. Par contre, pour la construction de l'histoire, l'adaptation, je pense que ça va te poser gros problème. Écoute, avant de te donner la parole là-dessus, je reprécise juste que Jackson reprend le bébé. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, il se passe encore plusieurs mois avant que Jackson revienne officiellement à la barre en tant que réalisateur. Et s'il finit par accepter, c'est parce qu'il se rend compte que confier la réalisation à quelqu'un d'autre, de nouveau, ça voudrait dire reprendre tout le processus déjà entamé de zéro pour respecter la vision créative de la personne qui l'engagerait. Donc ça ne va pas. Donc il dit autant je récupère une faible partie du bébé laissé par Del Toro. Dans le bagage, il y a quand même Radagast qui était chez Del Toro. Il y a quand même Legolas qui était déjà chez Del Toro. Donc il ne faut pas taper que sur Jackson pour tout ça. Il y avait des choses comme ça. Vous lirez mon livre si vous voulez en savoir plus. Petit placement de produit. Voilà. Et Jackson accepte de faire la réal. Il n'y a toujours pas le feu vert, donc ça prend encore du temps avant que le tournage puisse se faire. Et à la veille que les choses se mettent vraiment en branle, patatras, il se tape un ulcère qui éclate, etc. Et au lieu de commencer à tourner, il part à l'hôpital. Donc, c'est pour dire à quel point ce tournage démarre de façon un peu maudite, avec un Jackson hyper affaibli, mais qui malgré tout va tenir bon la barre pour passer de 2 à 3 films, etc. On ne va pas refaire toute l'histoire, en plus on l'a déjà fait en grande partie dans l'émission d'hier. Jean-Rodolphe, tu découvres, on va pas y aller film par film, mais la trilogie du Hobbit selon Peter Jackson, grosso modo. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Beaucoup d'ennuis. J'ai trouvé les films bout à bout, j'ai trouvé ça très long. Très long, beaucoup de lenteur. Et beaucoup de pirouettes scénaristiques qui visaient en fait à rallonger l'histoire pour tenir 3 fois 2h30. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Le Hobbit, c'est un roman de moins de 300 pages. Tout pouvait rentrer dans un seul film, très clairement. Et ça aurait été très très bien aussi. 2 films, parce que aujourd'hui, les franchises ne fonctionnent plus avec un seul film, il y a toujours une suite. Bon, jouons le jeu, on est au 21e siècle. C'était ce qui était prévu à la base. C'était ce qui était prévu à la base, voilà. Et ça a été tenu un moment. Ça a été un moment tenu comme ça. Il s'est révélé que techniquement, c'était pas tenable. En fait, le passage de 2 à 3 films n'est pas opportuniste, même si ça fait des heureux chez Warner, etc. Parce que c'est plus de rentabilité, et puis ça fait 2 trilogies, donc ça fait mieux, puis il y a le nom de Jackson en haut, etc. La vraie raison, c'est Weta Workshop qui n'arrivait pas à fournir en temps et en heure la finalité des effets visuels que nécessitait à la fois du coup Smaug et la bataille des 5 armées pour le 2e film. Ça faisait trop. Donc, à un moment donné, Weta s'est tourné vers Jackson en disant on peut pas te rendre dans les temps pour une sortie comme ça. Donc, la seule solution qui a été trouvée la plus pratique, c'était de passer de 2 à 3 films en incluant
des séquences de dialogue, des séquences d'introspection, des choses comme ça, que voilà, comme tu l'as dit, qui peuvent paraître, moi ça passe, mais je comprends tout à fait que ça passe pas chez d'autres, bien plus longues et bien trop étirées, et cetera. Ajouter des personnages de ci, de là, pour faire vivre ces 3 films-là. Voilà. Donc c'est une décision économico-pratique. Voilà, je me permets juste de glisser ça. Mais D'accord. après, le spectateur, moi je vous donne des explications, mais le spectateur, il a pas à savoir tout ça. Le spectateur, Ouais, il tout à fait, oui. il prend il mange ce qu'on lui donne et c'est pour ça que ta réaction est tout à fait, logique. Oui, effectivement, c'est très, très long par rapport à ce que ça devrait être. Je te laisse poursuivre. Oui, puis, on retrouve ce que j'ai pas apprécié, dans la première trilogie, c'est-à-dire des scènes, très intéressantes, suivies de scènes, absolument, irritantes. Pareil, donc dans Alors, je un t'arrête tout de schéma, suite. Un exemple de scène intéressante et un exemple de scène irritante. Voilà, pour mieux bah, cerner, ta alors celle que vision. j'ai en tête, en disant ça, c'est la première qui me vient à l'esprit, visuellement, c'est très, très fort. C'est Smaug qui est en train de détruire, la ville d'Esgaros. Ouais. Il est en train voilà, de passer au-dessus de la ville, de détruire les maisons en crachant du feu. C'est très impressionnant, les maisons qui s'écroulent, les gens qui sont paniqués. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et puis la scène suivante, Bard euh, fait monter son gamin au sommet d'une tour, et pour viser Smaug, il colle la flèche sur la joue de son gamin. Voilà, pour ça, par exemple, c'est à quoi ça sert? Ah bah, concrètement, ça sert juste à rajouter de la dramaturgie et surtout de C'est ça. contribuer à faire de Bard le héros qui n'est pas vraiment dans le roman, concrètement. Ouais, Là, il fabrique un héros, quoi, hein. Mais je ne justifie pas, j'explique. C'est comme ça que Jackson en, a- justifie la modification du personnage. en prenant le risque d'arracher la tête de son propre fils. Écoute, hein, il y a des Non, ben voilà, d'autres guerres ont été gagnées comme ça, sur la tête de beaucoup d'autres fils. Non, mais c'est ça. je comprends tout Bon, à c'est un fait. exemple que j'ai en tête, il y en a plusieurs autres. Il y a un truc que j'avais trouvé super intéressant, c'était les trolls qui étaient, comment dire, euh, transformés en machines de guerre avec des Mmh. catapultes. Oui, Ça, tout à fait, ouais. ça, vraiment, c'est le genre de truc. On aurait été ravis dans les jeux de rôle des années 90 d'avoir des Tu petites m'étonnes. figurines comme ça aurait été super. Mais à côté de ça, il y a les espèces de vers géants à la Oui, Dune oui. qui sortent de nulle part. Bon, ça, c'est pareil, à quoi ça sert? C'est même pas visuellement, c'est même pas intéressant parce que Oui, je suis d'accord avec toi, à 200. ça fait Les sortir verts, je suis de. passé à côté total. Ouais, c'est vraiment très très curieux. Et puis il y a un autre truc, mais qui est commun en fait au Seigneur des Anneaux et au Hobbit, c'est le traitement de la distance chez Peter Jackson. Oui. On a l'impression que la Terre du Milieu est toute petite quand Mmh. tu es chez Peter Jackson parce que la bataille commence. Legolas, il est à 230 km de la bataille, mais la scène suivante, il est là. Mmh. Comment il a fait? Bon, voilà, c'est le genre de choses. Il y a la même chose dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, oui. C'est un vrai problème de distance. Quand ils sont à Minas Tirith, les montagnes de l'Efelduas sont quasiment en face, comme si la plaine et la vallée de l'Anduin étaient tout petits. En réalité, il y a beaucoup plus de distance, il y a des centaines de kilomètres. Donc les montagnes, elles devraient être minuscules à l'horizon. Voilà, bon, c'est des critiques de puristes, et je comprends très bien que ce soit euh, pas forcément partagé. Mais c'est beaucoup de choses qui m'ont agacé et qui m'ont gâché la vision des deux trilogies et qui m'ont fait sortir, après être rentré momentanément dans le film, qui m'ont refait sortir du film aussitôt. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les montagnes russes émotionnelles. Et sur les Et au points final, sensibles voilà, je alors? suis. Ouais. Comment? J'allais dire et sur les points sensibles, parce qu'il y a quelques points sensibles, hein, Et sur les points notamment, sensibles. la Sur les points sensibles. tiens, je prends Toriel, voilà, l'introduction d'un personnage, féminin comme Toriel. Faut savoir que même à Tolkien, il avait été reproché, hein, que son œuvre ne soit un peu trop masculinisante, on va dire. J'ai jamais été en accord avec ça parce que quand tu as des personnages comme, Éowyn, Arwen, Galadriel, ne serait-ce que ces 3 là, déjà c'est absolument incroyable donc je vois pas pourquoi. C'est vrai que dans le Hobbit pur, il y a pas, peu s'en faut de présence féminine, en tout cas très, très peu. Mais encore une fois, et c'est ce que j'aime rappeler régulièrement, c'était un récit qui s'adressait à 3 petits garçons
hein, à Mmh. l'origine. Donc, Oui, il faut se remettre dans le contexte. à un âge où les filles, ça leur passait là. Donc, voilà, ils n'étaient pas dans la romance, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'introduction d'un personnage comme Toriel, qui est là volontairement pour créer, une présence féminine qui était absente du récit, et deux, cette romance. Alors moi, je marche à fond dans cette romance parce que je trouve que les deux comédiens sont très bons et que moi ça m'emporte. Voilà, je trouve que ça, pour moi, et oui, je sais, sacrilège, ça devrait pas, hein, mais c'est un ajout qui fonctionne et que j'embrasse. Voilà, tirez-moi des flèches. Mais voilà, mais je suis très sensible à Killy, à la relation Killy-Toriel, et surtout Evangeline Lilly et Dan Turner, qui sont deux comédiens que j'aime beaucoup. Voilà, et je trouve que ça marche bien. Mais est-ce que sur un Jean-Rodolphe Turlin, est-ce que ça marche autant, un peu, ou pas du tout? Tu Alors m'aimes un peu? Pas beaucoup? Pas du tout. l'histoire d'amour entre Toriel et le nain, ça a beaucoup moins marché chez moi, mais bon, Je pourquoi m'en pas. doutais un peu. Et mais non, mais quand on est dans le contexte du film et dans le trip de Peter Jackson, ça passe, hein. Il a fait ce choix-là, il va jusqu'au bout, c'est bon, ça se défend cinématographiquement, scénaristiquement, ça se défend. L'introduction d'un personnage féminin, pour moi, c'est pas du tout dérangeant. Je trouve ça même plutôt Ah, très bien, intelligent. ouais. C'est vrai que, c'est vrai et c'est pas vrai d'ailleurs, que l'univers de Tolkien manque de femmes. C'est pas vrai. Alors, c'est vrai pour le Hobbit, c'est pas tout à fait vrai pour le Seigneur des Anneaux, c'est totalement faux pour l'ensemble de l'univers de Tolkien. Clairement, oui. L'univers qui a été publié par la suite. Mmh. Euh, pour autant, effectivement, tu l'as bien souligné, il faut se remettre dans le contexte. Quand le Hobbit est sorti, eh ben, c'était une histoire pour garçons. Dans les histoires pour garçons, dans les années 30, on ne mettait pas de filles, ou très peu de filles. Voilà, avec des exceptions notables, hein. Il y avait déjà des personnages féminins dans certains romans pour garçons, mais qui étaient plutôt des faire-valoir du héros masculin. Voilà. Les personnages féminins qui prennent un peu la main, on les retrouve plus tard, après la guerre. Je pense à Narnia, par exemple. Exactement. Il y a un équilibre entre héros féminins et héros masculins qu'on ne retrouvait pas avant la guerre. Je sais plus, je crois que c'est Ursula Le Guin qui disait un truc très intéressant. Elle disait qu'elle était née à une époque où les filles ne comptaient pas. Voilà, c'est une citation que j'avais lue dans une de ses anciennes interviews. Et effectivement, à l'époque où Tolkien écrivait, eh bien les personnages féminins comptaient moins que les personnages masculins. C'était comme ça. C'était une époque. Ça marche plus aujourd'hui, et donc Peter Jackson a bien compris ça. Et à la fois avec Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, Tout à fait, oui. qui complète d'une certaine façon Éowyn, et je vais y venir plus tard pour Éowyn, et puis avec Toriel dans Le Hobbit, eh bien, c'est plutôt intelligemment fait, même si j'aurais là aussi utilisé Arwen différemment. Bon, en tout cas, j'aurais été au bout de l'utilisation d'Arwen. Parce que là aussi, il y a des contradictions entre l'Arwen de la communauté de l'anneau et l'Arwen des deux autres films, qui est totalement transparente, et on ne comprend pas ce changement de personnalité. Donc, pour revenir à Éowyn fait figure d'exception dans cet univers assez masculin. Totalement. Je parle des livres publiés à l'époque, du Seigneur des Anneaux notamment. Eh bien, elle est présente, elle fait le contrepoint des personnages masculins, elle a un autre point de vue, elle défend une forme de féminisme qui n'était pas du tout habituel dans l'univers littéraire anglais de cette époque-là. Donc c'est vraiment un personnage original et neuf dans cette ambiance médiévale fantastique installée par Tolkien. Et pourtant, même si elle apparaît originale, Éowyn, à la sortie du livre en 1955, puisqu'elle apparaît à partir des deux tours, si je me souviens. Des deux tours, oui. Oui, c'est les deux tours. Eh bien, il y avait d'autres personnages comme ça dans l'univers de Tolkien, mais l'univers non publié. En fait, Tolkien avait déjà mis en scène des personnages féminins très forts dans ce qui allait devenir le Silmarillion. Il y avait Lucienne, il y avait Méliane, plein de personnages comme ça, elfes, une femme de la famille des hommes, qui étaient des véritables héroïnes et qui menaient le bal à la place des hommes quand les hommes étaient défaillants. Et ces personnages, eh bien, on ne va les découvrir que lorsque le Silmarillion paraîtra en 1977. Mais on est déjà à une époque où c'était normal.
où Oui, il y avait déjà des héroïnes féminines et post-mortem, quoi. C'est et ça le drame, post-mortem, en c'est fait, de voilà, la c'est vie de ça, Tolkien. c'est C'est que ça. si on ne veut analyser son œuvre que par ce qui a été publié de son vivant, donc on va considérer comme étant validé, finalisé par lui de son vivant, il y a pas beaucoup de choses qui existent, Oui, alors que l'univers est tellement énorme quand on se plonge dedans, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler régulièrement, comme tu le fais très bien. On doit tout à Christopher, en tout cas une grande partie à Christopher, qui a beaucoup retravaillé l'œuvre de son père, et cetera. Pareil, on va pas refaire l'histoire, mais c'est tellement considérable de se plonger là-dedans qu'une fois qu'on a lu ces récits-là, on ne voit plus du tout de la même façon. C'est, on va dire, ces 2 romans-là, hein, le petit Hobbit et l'énorme, le monstrueux Seigneur des Anneaux, on ne les voit plus de la même façon quand on a connaissance de tout le reste, quoi. oui, tout à fait et finalement, donc on découvre après coup, après la sortie du Silmarillion, qu'Éowyn est dans une tradition d'héroïne tolkienienne, qui, en tout cas dans l'esprit de l'auteur, dans sa façon d'appréhender l'héroïsme, était quelque chose de tout à fait normal. Malheureusement, on ne l'a su qu'après sa mort. Et donc, c'était trop tard. Enfin, trop tard. Il y avait déjà une réputation erronée d'auteur entièrement dédié aux héros masculins. Une réputation qui est pas la bonne, mais qui perdure encore aujourd'hui. Et oui, malheureusement, malheureusement. Alors, avant d'en venir à une seconde polémique, une petite parenthèse, enchantée, j'ai envie de dire, ou en tout cas j'espère. Heu, Donc, tant que c'est pas filmiquement enchantant. non, ben, presque, parce que, filmiquement, on met de côté, mais est-ce que tu trouves un plaisir personnel et tolkienien dans les partitions d'Howard Shore? Est-ce que tu Alors, arrives à les écouter en les détachant? Est-ce que tu les aimes? Tu les aimes pas? Qu'est-ce que ça te procure, cette vision? Parce qu'il a vraiment composé avec le livre, ouais, en ouais. lisant, en lisant, en lisant. C'est terrible, mais c'est pareil, je suis totalement insensible à la musique de Howard Shore. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Il me faut du contraste sur cette semaine. C'est parfait. Non, 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 mais j'ai c'est intéressant, vas-y, explique. mais enfin, sans doute que mon analyse est erronée, hein, parce que je suis pas un spécialiste des musiques de films, mais j'ai trouvé la musique de Howard Shore très semblable à ce que j'entends dans beaucoup de partitions de BO de cinéma hollywoodien. Donc, j'ai pas trouvé d'originalité, j'ai pas trouvé, j'ai pas de passage de la musique de Howard Shore que je siffloterais sous la douche, tu vois. OK. C'est voilà, c'est. Mais en fait, moi, j'apprécie des styles musicaux très variés. Je suis très rock'n'roll et très Mmh. vintage. Et donc, je suis pas du tout musique de film. Je rigole parce qu'on est, alors je vous dis tout, en coulisses, on a Samir qui suit l'émission, hein, je, depuis les coulisses. je vois Il les dit qu'on textes. assiste en direct à la mort de Vivien Lejeune. Mais non, parce que ah non, non, pas du tout, parce que j'aime bien être justement dans la discussion et puis ça m'intéresse moi d'avoir des avis hyper, contraires comme ça. Au contraire, moi j'adore le travail d'Howard Shore et je trouve ils ont le Ben, tu mérite vois, d'avoir, le travail qu'a fait Howard Shore sur un film comme Seven, par exemple, si tu vois de quoi je veux bien parler, sûr, très je bien. l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus original que ce qu'il a fait pour Le Seigneur des Anneaux. Dans Seven, c'est une musique très désagréable, très dans les aigus, dans les distorsions. Ça va bien avec l'univers du film. Mmh. Et ben, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très punk. Et quelque part, tu as raison, parce que c'est le vrai Howard Shore, ça. Le vrai Howard Shore, c'est le thriller, très, organique, hein. C'est toute sa collaboration avec David Cronenberg, et cetera. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher ça. C'était super intelligent de leur part d'aller chercher quelqu'un qui, pourtant, vient de la comédie et du jazz à l'origine, hein. Il fait partie du SNL pendant une longue période, et cetera, avant d'arriver au cinéma, pas vraiment de biais du thriller psychologique, et cetera. Et donc, ils viennent chercher Howard Shore pour la musique parce qu'ils se disent: il a adapté beaucoup de romans. Voilà, et c'est quelqu'un qui va travailler d'après le livre et c'est effectivement ce qu'il a fait. Moi, j'ai trou alors je étant un je me permets d'être un peu plus spécialiste en musique de film, je vois les grandes différences entre sa proposition à lui et la grande majorité des fresques musicales comme ça, qui peut y avoir. Je lui trouve une plus grande originalité et surtout une grandeur d'exécution qu'il n'y a pas nécessairement au cinéma, par la confection de centaines de motifs différents qu'il Mmh. imbrique les uns les autres, les choix des instruments. Encore une fois, j'essaye de convaincre personne, j'exprime juste mon amour pour le bonhomme et pour l'œuvre, voilà. Alors je vais en venir à la C'est deuxième ça. polémique qui peut être intéressante, très Ouais. intéressante, et c'est pas pour faire une polémique, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour là-dessus. Heu, Tolkien a été souvent étiqueté de racisme parce que dans l'idéologie qu'on se représente de ces personnages et de cette ère du milieu, c'est vrai qu'on imagine très facilement que des blancs.
Parce qu'il ne précise pas nécessairement la nature de couleur de peau de ces personnages dans les écrits, à l'exception d'un que je vais lire juste après. Et c'est vrai que ce soit les illustrateurs, à travers les nombreux calendriers qui, pendant des décennies, ont alimenté l'imaginaire Tolkien avant que le cinéma s'en empare, quand Jackson arrive, et même dans le Bakshi, et quand Jackson arrive, c'est vrai qu'on reste dans le tout blanc. Hein, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et puis arrive la série des Anneaux de pouvoir. Alors, mon but n'est pas tant t'embrayer sur la série des Anneaux de pouvoir, même si je vais quand même te demander, tu t'en doutes, ce que tu as pu en penser à un moment donné, mais toute cette polémique autour, voilà, de ce héros elfe noir et de la princesse nain qui est, enfin de la femme qui est noire, etc., etc. Moi, très honnêtement, je trouve que c'est hyper arrogant de dire que la Terre du Milieu et même que Arda en son ensemble, je veux dire, on peut pas proclamer que ce soit du tout blanc, c'est pas possible. Je suis Voilà, complètement d'accord. puisque de toute façon, c'est notre terre à nous, hein, c'est juste en des temps qu'on a oubliés, etc. Mais Exactement. ça reste notre terre à tout. Et avant de te laisser répondre, moi, quand j'ai creusé un peu la question pour mon livre, justement, j'ai trouvé un passage. Alors, je ne vais pas le lire, je vous laisserai le découvrir dans le contexte du livre, mais il y a une lettre formidable. On est juste après la sortie du Hobbit sur le territoire anglais, et un des premiers pays à se manifester pour éditer le Hobbit sur son territoire, c'est justement l'Allemagne. Ouais. Donc, on est en 1937, 1938, voilà, etc. Et dans le courrier qui accompagne chez l'éditeur de Tolkien cette demande d'édition du Hobbit, eh bien, les éditeurs allemands demandent si Tolkien serait, on va dire, est-ce qu'il serait d'affiliation juive, hein, pour savoir un peu, au cas où, il ne faudrait pas se mettre le bonhomme à dos, etc. Et il leur fait une réponse, je suppose que tu as cette lettre dans la tête, une réponse qui est incroyable, où on est donc avant le conflit, hein, on est Oui. avant 1939, Oui. où il envoie une réponse étymologique, où il décortique le mot arien, voilà, à ces gens-là, et ça leur met une mandale. Moi, j'aurais pas aimé être à leur place en recevant le courrier, hein. Et il insiste, il remet un coup en précisant que si la question véritable est de savoir s'il est d'origine juive ou pas, eh bien, il ne peut que le déplorer parce qu'il aurait adoré de faire partie de ce grand peuple, hein. Voilà. Donc, je paraphrase. Vous lirez ça mieux, soit dans ses lettres, soit dans le bouquin quand vous l'aurez. Mais voilà, moi, je trouve ça absolument génial. Et une dernière chose, avant de te laisser la parole sur le sujet, moi, je relève un petit texte. Alors, je l'ouvre parce que voilà, un petit texte du Silmarillion. Quand on parle de Tulkas, ou Tolka, surnommé Asaldo le Vaillant, hein, Oui. qui vient en Je dernier casse. sur Arda, voilà, Tulkas, eh bien lui, il est décrit qu'avec ses cheveux et sa barbe dorée et son teint est vermeil. Alors je crois, tu me détromperas, j'ai pas le texte sous les yeux original, mais je crois que Redskin chez Tolkien, il me semble, hein, Ça doit être ça, oui, et je vais pas je en crois que c'est tête, mais Redskin. Donc, et un teint hâlé, je crois me souvenir, chez Ledoux. Voilà, pour qu'on ait les trois. Là, j'avais rouvert le leçon, voilà. Donc, mais je crois que c'est ces trois versions-là. Donc, on a parmi les figures les plus emblématiques et créatrices de l'univers, déjà un personnage avec le teint qui, peu importe ce qu'il est, en tout cas, il n'est pas blanc. Donc, rien que par là, si on cherche dans Tolkien, il est tout à fait logique de croiser des races différentes en Terre des Milieux. Voilà, c'est ma vision, c'est ma théorie. Jean-Rodolphe, je te laisse exprimer la tienne en toute liberté. oui, oui, effectivement, c'est aussi un faux procès qu'on fait à Tolkien. D'abord, d'une part parce que on se trompe d'époque. On est on est avec l'écriture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux dans une époque où ces questions-là, elles ne se posaient pas tellement en fait, hein, puisque Exactement. le racisme, il a toujours existé concrètement, mais comment dire, faut que je Ouais, mesure ce que je c'est dis parce que délicat, c'est il une faut faire profondité. attention à nos mots. Mais... Ouais, ouais, l'utilisation du racisme idéologiquement, c'est quelque chose d'assez récent. Et ça date effectivement notamment de la fin du 19e siècle avec la conceptualisation de tout ça par quelques pseudo-scientifiques qui ont déterminé que la famille des hommes était constituée de races différentes non compatibles, pour faire simple, des choses dont se sont emparés ensuite avec gourmandise les nazis. Tolkien n'était pas du tout dans cet esprit-là, d'une part, et ensuite la question de l'altérité, elle se posait pas en Angleterre puisqu'il y avait pas d'immigration en Angleterre, donc on ne peut être raciste que quand on est confronté à l'altérité et qu'on ne l'accepte pas.
ce qui n'était pas le cas de Tolkien. Alors oui, Tolkien se plaisait dans des univers masculins, blancs, chrétiens, mais en fait, il n'y avait pas autre chose autour de lui. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est Voilà. aussi simple Donc que ça. ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, tu l'as parfaitement rappelé, Tolkien méprisait profondément Hitler et l'idéologie nazie, et donc son racisme, le racisme qui allait avec, racisme et antisémitisme. Et donc cette lettre fameuse le dit bien. Il était quand même pas dénué de contradictions, puisque il avait quand même une certaine admiration pour le franquisme en tant que défenseur de la religion catholique en Espagne contre les hordes rouges du communisme avec un sabre entre les dents. Mais là, on est dans des schémas à l'époque qui étaient très alimentés par une presse conservatrice anglo-saxonne et fortement anticommuniste. Il baignait aussi dans cet univers-là, Tolkien. Et lui-même, il lui arrivait de se qualifier de réac, hein, concrètement. Oui, Il y a tout à des fait, théories où oui. il s'auto-qualifie de réac Et puis sciemment. son alter ego C.S. Lewis, lui, était plutôt de gauche, donc il se complétait comme ça. C'était assez intéressant, cette relation. Là où Tolkien admirait un ancien vétéran de la guerre d'Espagne qui venait faire le fanfaron dans les pubs d'Oxford, C.S. Lewis lui rappelait non, c'est un branquignol, faut pas l'écouter. Voilà, c'était ça Tolkien et Lewis. Je caricature un peu, mais... Et donc voilà, déjà, Tolkien raciste, faux débat, faux procès. Ensuite, l'introduction dans la Terre du Milieu d'Amazon. Je précise la Terre du Milieu d'Amazon. La Terre du Milieu d'Amazon. Ouais, oui, bah, de toute façon, c'est vendu comme ça. Hein. Là, au moins, c'est officiel. Racisé. Eh ben, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Pour autant, je trouve la série très mauvaise. Je t'en avais parlé oui. quand on s'était rencontrés. Mais il y a des bonnes trouvailles. Et cette bonne trouvaille, eh ben, c'est l'Elfe Noir, que je trouve... D'abord, c'est le meilleur acteur de la série. Oui, il est très bon. Non, mais pour le coup, il est très bon. Et en plus, pour moi, c'est totalement cohérent, puisque la Terre du Milieu de Tolkien, c'est notre monde. Et donc, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, avec une casse. Et ben, c'est pareil chez les elfes. Voilà. Alors oui, la trame générale de l'histoire de la Terre du Milieu, elle se passe au nord-ouest de la Terre du Milieu, que Tolkien identifie à une région qui correspondrait aujourd'hui peu ou prou à l'Europe. Et ben, en 1939, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, l'Europe, elle est très majoritairement blanche. Donc pour lui, c'est normal que ce soit majoritairement des peuples de type caucasien qui soient les personnages principaux, tant chez les elfes que chez les hommes, de son roman. Mais il n'empêche que à l'est de la Terre du Milieu, au sud de la Terre du Milieu, eh bien, il y a d'autres hommes, il y a d'autres elfes aussi, qu'on ne connaît pas, puisqu'ils n'apparaissent pas dans les récits, mais ils sont là, et pourquoi ne seraient-ils pas noirs? Je ne vois vraiment pas ce qui s'opposerait à cette vision-là qui est la mienne. C'est ma vision de la Terre du Milieu. Donc, j'ai pas été dérangé par la proposition d'Amazon, j'ai plus été dérangé par le scénario et par le jeu des acteurs. D'accord. Et par la proposition des... comment ils les appellent déjà? Brandyfoot? Les espèces d'ancêtres des hobbits, toi qui es si attaché aux hobbits. Alors vas-y, ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis là-dessus. Alors oui, sur les hobbits, là vraiment, j'ai trouvé... Qui ne sont pas encore des hobbits, on ne les appelle pas encore comme ça. C'était du fan service. Les pieds velus, je crois, en français, ils appellent ça. Oui, c'est les pieds velus, donc c'est les Harfoot. Voilà. Les Harfeet, je ne me souviens plus. Ouais. Et donc, les pieds velus, oui, bonne idée. Les hobbits existaient déjà, ils étaient cachés, on ne les connaissait pas, ils n'étaient pas dans les chroniques. Ils n'apparaissent dans les chroniques que vers l'an 1000 du Troisième Âge. Mais ils existaient déjà. Donc l'idée n'est pas mauvaise d'imaginer un ancêtre hobbit avec déjà des pieds velus. Pourquoi pas? Ça fait des petits personnages attachants, avec une histoire pas très cohérente, mais plutôt sympa. Maintenant, ce qui me pose souci, en termes purement tolkieniens, c'est que les scénaristes, pour faire du fanservice, ont mis des noms de la fin du Troisième Âge à ces hobbits du Deuxième Âge de la Terre du Milieu. Voilà, donc c'est pas du tout cohérent et on sort complètement du récit avec ces noms-là qui sont pas du tout adaptés à cette époque. Mais c'est encore une fois le puriste qui parle et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais ça fait tâche.
Mais c'est embêtant. Moi, oui, je sais, même moi, je suis plutôt un défenseur de la série pour ce qu'elle est, hein. Pas pour ce qu'elle est, pas parce qu'elle pourrait être ni devrait être, mais pour ce qu'elle est, pour la proposition qu'elle est, c'est-à-dire généreuse visuellement, musicalement Oui, aussi, oui, bien et sûr. en termes de fantaisie, comme on n'en a pas beaucoup, disons que je la défends beaucoup pour ça. Et puis surtout, quand on connaît un petit peu ces contraintes techniques et législatives, on va dire, hein, ces Oui, restrictions, parce qu'ils n'ont pas accès à certains, ils n'ont accès qu'à certains textes, oui, c'est essentiellement aux très notes de compliqué. Tolkien, mais c'est très C'est compliqué c'est c'est d'écrire ça une histoire. c'est ça que je trouve triste, c'est que justement, ils ont accès à peu de textes, mais les textes pour lesquels ils ont des droits, eh ben, ils s'en sont pas servis. Ou si peu, ou Si si peu. bizarrement. C'est vrai, c'est vrai. C'est dommage, c'est dommage. Mais Bon, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le public, il est devant une œuvre et il n'a pas à avoir tout le contexte de la oui, oui, production et des la droits de question des droit. droits, voilà, Voilà. Silmarillion, pas Silmarillion, les appendices, appendice A oui, mais pas appendice B, bon, Voilà, ça c'est je pour, peux comprendre ce rejet aussi du côté très professoral un peu qu'on peut avoir les uns les autres de oui, temps à autre sur le c'est sujet, notre quoi. défaut quand on connaît bien le sujet, forcément on est amené à un moment à dire: «Ah et là, ils se sont trompés, c'est pas du tout ça» Mais ouais. ou «Ah c'est dommage, ils auraient pu adapter ça parce qu'ils avaient les droits et ils ont fait autre chose». Bon, N'empêche qu'en grand malade, je suppose que tu vas regarder la saison 2 comme tout le monde. je sais pas, Ah, honnêtement tu je pas sais pas. sûr? Ah, c'est Ouais, intéressant, je suis c'est pas sûr. intéressant. Je sais même pas quand est-ce qu'elle commence d'ailleurs, je sais que c'est cet été, mais j'ai Eh pas bien, de alors c'est très marrant. Elle sort le 29 août, 29 août. le même jour que mon bouquin, c'est pas pour rien, voilà. On est des malins chez Third Edition. Bien joué. On arrive bientôt au terme de l'émission, mais avant ça, je voudrais finir par le début finalement. Toi qui t'es promené à travers la comté comme ça, qui est ton hobbit préféré, ton hobbit iconique? Voilà. Est-ce que c'est Frodon? Est-ce que c'est Bilbon? Est-ce que c'est un autre hobbit que peu de gens connaissent? En quel hobbit tu te reconnais le plus? J'en ai 2. Ah, vas-y, même 3 hein, si tu veux, hein. C'est Frodo et c'est Sam. Bien Voilà, sûr. c'est Sam pour son côté naïf, très humain, très attachant. Je me reconnais parfois dans ce personnage. Et puis beaucoup de mélancolie aussi parfois dans ma façon de voir les choses. Et c'est plutôt Frodo qui ressort dans ces moments-là. Voilà. Et j'aime beaucoup les deux personnages, j'aime beaucoup la façon dont ils se complètent. Euh, et c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir de les suivre pendant toute la lecture du Seigneur des Anneaux jusqu'aux dernières pages du roman. Et rarement un roman m'a tiré une émotion quand, à la lecture des dernières pages, les deux personnages sont séparés. Oui. Voilà. Donc c'est mes deux personnages préférés. Écoute, moi, mon personnage préféré, c'est Sam, hein. Je l'ai déjà dit à plein de reprises. Et c'est d'autant plus émouvant quand on se rend compte à la fin que c'est lui qui finit, en grande Oui. partie, qui finit d'écrire le livre, etc. Hein. Et donc, par extension, et là, ce sera ma dernière question, est-ce que si tu arrives à mettre de côté Peter Jackson lui-même, la réalisation, la proposition scénaristique, etc., est-ce que tu penses que Elijah Wood en Frodon, ça marche? Est-ce que tu penses que Martin Oui. Freeman en Bilbon, ça marche? Comment, Ouais, pourquoi? plus Martin Freeman qu'Elijah Wood. J'avais pas du tout cette vision de Frodo en tête quand je lisais Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, la proposition fonctionne. Hein, puis même physiquement, cheveux bouclés noirs. La différence, c'est qu'Elijah Wood est blanc. Oui. Et Tolkien décrit bien dans le prologue du Seigneur des Anneaux que les hobbits ne sont pas des blancs. Les gens ne se rappellent pas forcément à la Non. lecture du roman, mais les hobbits ont la peau sombre. Et voilà, c'est juste un petit truc au passage. Que la série montre bien pour le coup. Ah là, pour Tout le à coup, fait. ce que la série montre bien, Oui, oui. hein. Donc Et donc Elijah Wood, ça fonctionne. Martin Freeman, ça fonctionne bien plus. Voilà, s'il y a quelque chose à sortir de la trilogie du Hobbit, c'est le jeu de Martin Freeman qui est un super Bilbo jeune. oui, Parce que Ian sur le Holm était un super Bilbo vieux aussi. oui aussi. Et oui, et oui. Est-ce que comme ça, allez, tant pis, j'en rajoute une petite couche sur les comédiens, mais moi, je pense que la grande force des 2 trilogies, hein, pour le coup, Ouais. c'est quand même des castings assez impeccables. C'est vrai que quand Oui, on découvre Viggo globalement, Mortensen en Aragorn, enfin voilà, et Sean Astin, tiens, Sean Astin en Sam, ouais. alors toi qui aimes tant Sam, franchement, il a ce regard expressif, cette Ouais, tendresse c'est qui passionnant, ouais. émane. Même les deux acteurs qui font Pipin et Merry, qui sont Oui, plutôt mal utilisés dans le scénario de Peter Jackson, ils sont plutôt pas mal en tant qu'acteurs. ils sont là pour le gag, ouais, souvent, Voilà, ouais, ils s'imprègnent dans leur malheureusement. personnage. Ouais, c'est des faire-valoir comiques euh,
qui marchait plus pour Pipin dans le roman, alors que Merry est beaucoup plus sérieux. Mais là, du coup, ils deviennent tous les deux, l'un et l'autre, une sorte de duo comique. Bon, c'est pas grave. En même temps, comme la vieille forêt et Tom Bombadil ont disparu, Merry, Oui, ça va être pas grand-chose. Donc... c'est sûr. Voilà, je rappelle, Jean-Rodolphe Turlin. Alors, ce n'est plus disponible pour l'instant, en tout cas en physique, mais vous pouvez toujours l'acheter, voilà, comme je l'ai fait, par exemple sur Amazon, au format e-pub, Kindle, liseuse ou autre. On mettra le lien en dessous. N'hésitez pas à cliquer. Jean-Rodolphe, je me suis régalé, je te le dis sincèrement. Ça me fait vraiment Ben, merci, je plaisir suis très touché. Ça me fait d'enfin plaisir. échanger sur Tolkien après être sorti de ma grotte où j'ai passé 3 ans comme ça. Et j'espère que c'était la première de bien d'autres fois. Voilà, Mais je le avec dis plaisir. Et puis, en toute en attendant, franchise. je réécouterai Howard Shore pour vérifier si je suis toujours. Si tu peux trouver une once de plaisir chez Howard, C'est ça. chez l'ami Howard Shore, ça me ferait plaisir. Eh bien, les amis, nous, on se retrouve demain pour une émission qui sera cette fois en compagnie de Romain Dasnois. On parlera justement un peu musique parce qu'il a produit un récital pour piano autour du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est super intéressant, donc il vous racontera tout ça. On continuera ensuite jeudi avec Cécile Carayol, qui est donc professeure à l'Université de Rouen et qui nous parlera en détail d'Howard Shore et de son travail notamment sur ces 2 films-là. Et nous finirons la semaine avec l'ami On n'est pas Samir raté. en live le soir, voilà et tout. Donc merci beaucoup Jean-Rodolphe, merci à tous Merci à toi, merci ici en Samir. direct en sac et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Eh Générique. ben, bonne semaine d'émission. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.